voix qu'il faut entendre, c'est un podcast qui donne la parole à ces gens qui nous font réfléchir, nous aident à mieux comprendre le monde et notre époque. Des lanceurs d'alerte, des experts ou de simples témoins avec qui je souhaite dialoguer. Ils nous bousculent parfois, nous surprennent toujours et cela ne laisse jamais indifférents. Aujourd'hui, j'ai appelé Lucas Calcretti. Il a 28 ans, vit à Paris, il s'est lancé un défi, vivre pendant 6 mois de la manière la plus écolo possible. Il en a fait une série de podcasts, documentaires. Dans cet épisode, nous parlons de son expérience, de ce qui l'a poussé à devenir écolo, lui le journaliste qui ne se sentait pas si vert avant le confinement. On aborde de façon concrète ce qu'il a dû changer, l'impact de son choix sur son entourage et les difficultés qu'il a pu rencontrer. À la fin de l'émission, il répond à ma question bonus et me parle d'une de ces voix qu'il nous conseille d'entendre. Je m'appelle Simon Icard et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. Lucas Calcretti, bonjour. Merci d'être l'invité de Ces Voix qu'il faut entendre. Vous publiez Super Green Me, un podcast documentaire, un carnet de bord d'une vingtaine d'épisodes qui raconte votre transition écologique. Un récit à la première personne, un parcours sur 6 mois, à la fois intime et informatif. On entend vos doutes, des situations de la vie quotidienne assez concrètes, même très concrètes parfois, et des échanges qui, eux, peuvent être intimes avec vos proches notamment. J'ai voulu vous appeler justement parce que vous apportez à vos auditeurs un témoignage intéressant et très concret sur un sujet qui peut nous paraître à première vue barbant, voire même angoissant, la protection de la planète, l'environnement. Lucas, pourquoi avoir décidé de vous lancer dans cette expérience et d'ailleurs, ça veut dire quoi faire sa transition écologique ? Vaste question. Pourquoi est-ce que je me suis lancé ? En fait, je me suis lancé parce que j'avais pas le choix, en fait. Ça peut paraître bizarre parce que effectivement, oui, c'est barbant. Oui, c'est chiant, l'écologie. Et je l'ai pas fait finalement presque de gaieté de cœur, en fait, tout ça. Ça s'est quasiment imposé à moi. J'ai fait au tout début du premier confinement un podcast qui s'appelle Yel Folac, qui était produit par Ouest France, qui était sur l'écologie, mais j'étais pas du tout écolo. En fait, j'y suis allé avec un état d'esprit très journalistique, où je me suis dit, je vais essayer de débunker des idées reçues sur l'écologie, parce que j'ai vu qu'il n'y en avait pas, parce que je m'ennuyais un peu, j'ai eu cette idée, je la trouvais pas trop mauvaise pendant le confinement, donc je me suis dit vas-y on se lance. Et en fait à partir de là j'ai commencé du coup à m'y intéresser pour le boulot, à fouiller un petit peu, à lire des articles scientifiques, à lire des interviews, à écouter des membres du GIEC, et ça a planté des petites graines dans mon esprit qui ont fait que malgré moi, je sais pas si je suis devenu écolo, mais en tout cas j'ai eu une conscience écologique qui s'est créée. Et à partir de là, c'est très très difficile en fait de s'en passer et de l'occulter. Quand on a ouvert les yeux sur quelque chose, je trouve que c'est très difficile de les fermer. Et là, ça a été le cas sur l'écologie. J'ai commencé à peu près à tout voir par ce prisme-là, par le prisme des gaz à effet de serre, par le prisme du réchauffement climatique. Là, quand on enregistre ce podcast aujourd'hui, on est en pleine canicule. C'est la 2e canicule de l'année. Il y a des méga-feux qui sont en train de sévir dans le sud-ouest de la France. Et c'est ça le réchauffement climatique. Certains peuvent voir juste qu'il fait très chaud et du coup, c'est cool, on va aller se baigner à la piscine ou on va aller à la mer. Et d'autres qui voient des incendies. Oui, il y a toujours eu des incendies l'été. Moi, je vois le réchauffement climatique. Et en fait, c'est ça, du coup, qui a fait que Super Green Me était quasiment naturel et je me suis dit qu'il fallait que je le fasse. Et pour répondre à votre deuxième question, qu'est-ce qu'une transition écologique ? Je sais pas trop. Moi, je me suis dit que la transition écologique, ça allait être de réduire mon empreinte carbone. L'empreinte carbone, en fait, c'est les gaz à effet de serre que j'émets sur une année. En France, l'empreinte carbone moyenne pour un Français, elle est d'environ 10 tonnes d'équivalent CO2. Et pour arriver à vivre selon les accords de Paris sur le climat qui ont été signés à la COP 21, il faut que cette empreinte carbone soit baissée
d'ici 2050 à 2 tonnes d'équivalent CO2. Donc moi, ma transition écologique, c'est de me dire, ok, j'émets tant de gaz à effet de serre par an, et ben je vais essayer de le baisser le plus possible pour arriver à 2 tonnes d'équivalent CO2. Alors, vous êtes un journaliste de 28 ans, vous habitez Paris, je crois. Quel mode de vie aviez-vous avant de commencer cette transition ? Alors, je vais plutôt vous donner mon mode de vie avant le Covid. Parce que vu que je l'ai commencé juste après le Covid, c'était un petit peu bousculé, c'est un peu en décalé par rapport à la normale, entre guillemets. Avant le Covid, j'avais une vie de jeune parisien assez classique, finalement. C'est-à-dire que je mangeais de la viande, j'avais pas de voiture, certes, mais je prenais l'avion. Moi, je suis né dans le sud-est de la France, sur la Côte d'Azur, à Cannes, et donc du coup, rentrer en TGV, c'est un peu chiant, c'est 5h30, donc je prenais l'avion. J'aimais bien voyager, j'avais envie de voyager loin, donc avant le Covid, j'étais jeune, j'étais en toute sortie d'études, donc j'avais pas mal de rêves et d'attentes là-dessus. J'attendais d'avoir de l'argent et de travailler pour pouvoir me payer des grands voyages. Et voilà à quoi je ressemblais avant l'expérience. Et vous avez, on l'entend dans votre podcast, c'est un point central, vous l'avez dit au début, c'est la question du carbone. Vous avez réalisé un bilan de votre empreinte carbone. Ouais. C'est le départ obligatoire d'une réflexion et qui peut après, en tout cas d'un diagnostic qui peut pousser à des changements. Alors, c'est pas le début obligatoire, mais c'est vraiment le début que je conseille à toutes et tous. Parce qu'en fait, si on veut devenir écolo, c'est très très large comme formule. Qu'est-ce que ça veut dire devenir écolo ? Effectivement, ce que vous m'avez demandé, qu'est-ce qu'une transition écologique ? Moi, j'avais besoin de mesurer ça, de me dire mais comment est-ce que je peux vraiment être écolo ? Parce que quand on n'a pas les ordres de grandeur en tête, on peut tout mettre sur un pied d'égalité. C'est-à-dire qu'en fait, recycler une bouteille d'eau plastique, on va la mettre à la poubelle jaune pour le recyclage. Ne pas prendre un avion ou ne pas manger un steak, on peut se dire c'est 3 bonnes actions écolo, on ne sait pas laquelle est la meilleure. Et le fait de calculer son empreinte carbone, à mon sens, c'est extrêmement important parce que ça nous donne ces sortes de grandeur et on voit vraiment ce qui pollue chez nous. On voit si ce sont nos déchets, si ce sont nos transports, si c'est le logement, si c'est l'alimentation, etc., etc. Donc je pense qu'effectivement, si on veut faire une transition écologique réfléchie, durable, il faut effectivement commencer par calculer son empreinte carbone. Oui. Vous avez eu des surprises, des découvertes à la lecture du résultat de ce bilan carbone ? Ouais, j'ai eu des surprises. Donc moi, quand j'ai calculé, j'étais à 7 tonnes et demie, je crois, au début de l'expérience, sachant que dans ces 7 tonnes et demie, il n'y avait pas l'avion, vu que depuis le Covid, en fait, j'ai pas repris l'avion. Donc mon empreinte avant Covid devait être à 10 tonnes, à peu près, donc vraiment dans la moyenne française. Et franchement, ouais, j'ai été très surpris. J'ai été très très surpris parce que justement, j'avais pas pris l'avion depuis pas mal de temps. Je vis à Paris dans un appartement de taille modeste, on va dire. Je vis dans un 45 mètres carrés avec ma compagne. Ce qui n'est pas énorme, j'ai pas une maison, j'ai pas une piscine, j'ai pas de voiture. Je me déplace uniquement en vélo, à pied et en métro. Donc je me disais un peu naïvement, alors je serais pas évidemment aux 2 tonnes de l'accord de Paris, mais je m'étais dit que je serais probablement aux 5-6 tonnes grand max, et là je vois 7 tonnes et demie. Donc c'est un petit coup dur, une petite douche froide, et ce qui polluait beaucoup chez moi, et ça je m'y attendais, c'était mon alimentation, parce que je suis un gros viandard à la base, j'adore manger de la viande, et j'adore manger de la viande rouge notamment, qui est la plus polluante. Donc ça, c'était effectivement le plus gros pôle dans mon empreinte carbone, c'est ce qui polluait le plus. Ça représentait 2 tonnes et demie d'équivalent CO2. Donc rien que mon alimentation, c'est plus que le quota des accords de Paris sur une année. C'est incroyable. Ça peut être décourageant, un petit peu, beaucoup. Non, au contraire. Je dirais que après moi je l'ai abordé ça aussi sous l'aspect défi et sous l'aspect expérience. Donc du coup au contraire ça m'a encouragé et ça m'a incité à aller encore plus loin dans cette expérience et à me dire ok, il faut vraiment que je sois encore plus motivé, je vais y aller. Donc je l'ai pris comme un challenge. Et donc du coup, après l'alimentation, c'était mon habitation. Et là, pour le coup, mon habitation, je m'y attendais vraiment pas.
je savais en fait déjà même pas à quoi je me chauffais avant de faire ce calcul. Et j'ai su que pendant le calcul, on allait me demander comment échauffer mon appartement. Donc du coup, je me suis renseigné, je suis allé voir mon gardien parce que c'est un chauffage collectif. Et il m'a dit que c'était une chaudière au gaz. Mais donc voilà, je m'attendais pas du tout à ce que mon logement pollue. Et en fait, il pollue énormément parce que c'est un vieux logement, qu'il n'est pas isolé. C'est du simple vitrage, c'est chauffé au gaz. Et en fait, il coche vraiment mais toutes les mauvaises cases. Et alors c'est vrai que quand on regarde un peu à l'échelle du pays, hein, sur des moyennes françaises, ceux qui polluent le plus, en tout cas ceux qui contribuent le plus en termes de gaz à effet de serre, de CO2, c'est les déplacements, l'alimentation. Je vois aussi le logement, troisième position. Mm. La consommation au sens large, les achats pour la maison, les loisirs, la consommation et la dépense publique. La dépense publique, c'est finalement les services publics. Voilà, c'est C'est ça, ce ouais. sur quoi on n'a pas, Mm. on n'a pas la main. Pas directement la main. On a quand même un petit peu la main dessus, malgré tout, avec nos bulletins de vote, par exemple. Mais ça, c'est vrai que par exemple, c'est très surprenant, ces services publics. Ça aussi, je l'ai découvert en fait en faisant le calcul de mon empreinte carbone, c'est qu'on a grosso modo 1,5 tonnes. C'est entre 1,4 tonne et 1,7 tonne à peu près, selon les chiffres et les estimations. Mais on va dire qu'on a à peu près 1,5 tonne en fait d'équivalent CO2 dans toutes nos empreintes carbone. Parce que, bah oui, en fait, quand on va à l'hôpital, quand on va à l'école ou quand nos enfants vont à l'école, quand on roule sur des routes, bah, tout ça, ça a un coût, c'est pas gratuit, il faut les construire. Ça tombe sous le sens, mais on n'y pense pas forcément. Il faut construire ces écoles, il faut chauffer ces écoles, il faut construire les hôpitaux, il faut avoir des scanners dedans, etc. Donc tout ça, ça a un coût carbone. Et il y a aussi le coût de la défense. Euh, et ça, c'est 1,5 tonne d'équivalent CO2 dans toutes nos empreintes carbone. Et ça, pour le coup, c'est très surprenant et c'est très très lourd. Et donc c'est pour ça que, et vous avez raison, on n'a pas une empreinte absolument, enfin on n'a pas un mode d'action direct pour enlever 1 tonne de ça, mais via le vote, notamment, on peut jouer parce qu'il y a des candidats à la présidentielle, il y a des gouvernements, il y a des députés qui ont des programmes plus ou moins alignés sur les accords de Paris et qui ont plus ou moins d'ambition pour la réduction, parce qu'on parle souvent de la dette publique, donc un côté très financier, mais il y a aussi l'empreinte carbone de l'État qui est très importante. D'ailleurs, il y a un sujet qui fait le lien entre les deux, et on le sait peu parce que souvent ça fait polémique pour d'autres raisons. C'est la question de la viande dans les cantines, je crois, Oui, ouais. avec cet objectif, en tout cas souvent annoncé par les collectivités locales, de vouloir notamment aussi réduire leur empreinte carbone. La viande, j'y reviens, ça a été difficile pour vous, mais est-ce que vous êtes devenu végétarien lors de votre expérience ou vous n'avez pas fait de choix définitif? Alors, je pensais que ça allait être dur d'arrêter la viande, mais ça a été extrêmement simple. Franchement, ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple que ce que je pensais, pour le coup. Alors que j'étais un gros viandard, je suis devenu, pendant l'expérience, quasi végétarien. C'est-à-dire qu'en fait, justement, vu que j'appréhendais en fait un petit peu la difficulté de l'arrêt de la viande, je me suis dit on va réduire en fait drastiquement. J'en mangeais tellement avant que je me suis laissé une exception par mois. Donc en 6 mois, manger 6 fois de la viande, je me suis laissé 6 petites cartes. Au début, je m'étais dit si j'allais craquer, si j'allais rêver de côte de bœuf la nuit, que j'allais me réveiller en sueur, mon Dieu, vite, il me faut un bout de barbac. À ce point? J'avais peur que ce soit ça, et en fait, pas du tout. Ça m'a pas du tout, du tout, du tout manqué. Et en fait, les exceptions que j'ai consommées pendant l'expérience, c'est vis-à-vis d'une certaine pression sociale. C'est-à-dire quand on est invité chez des gens, c'est chiant en fait d'être le mec relou qui est végétarien et donc du coup il faut lui faire une alternative végé, il faut changer le repas, etc. C'est chiant. Donc du coup il y a quelques fois où effectivement j'ai rien dit, j'ai fermé ma gueule et j'ai mangé de la viande.
Alors, je le disais, ce documentaire audio, votre podcast Super Green Me, une série qui est diffusée, dont chaque épisode est diffusé le mercredi, est un carnet de bord. On vous entend à des moments clés présenter votre démarche à vos proches. Vous venez de l'esquisser. On se rend compte en écoutant votre carnet de bord, votre journal, que vivre en baissant son bilan carbone, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire tout seul dans son coin. En tout cas, ça a l'air d'être votre cas, puisque ça entraîne des conséquences au moins relationnelles. Ça peut interroger, ça peut faire peur. Quelles sont les difficultés auxquelles vous vous êtes confrontés pour tenir cet objectif ? C'est vrai que c'est marrant parce que quand on dit faire sa transition écologique, il y a le ça dans la phrase. Donc sa transition personnelle. Et j'étais là aussi, encore une fois, persuadé. Je suis arrivé avec beaucoup d'a priori en fait dans cette expérience qui ont quasiment tous été balayés. J'étais persuadé que ça allait être ma transition personnelle à moi. Et en fait, pas du tout, mais en tout cas pas tant que ça, parce que vous l'avez dit, ça a une incidence en fait sur les proches. Ça a une incidence sur le couple, ça a une incidence sur la famille, ça a une incidence sur les amis. J'ai eu beaucoup de chance, je suis un privilégié sur beaucoup d'aspects, et notamment sur celui-ci, c'est que même si je ne connais aucun écolo, que ce soit ma compagne, que ce soit dans ma famille, que ce soit dans mes amis, ils l'ont tous très très bien accepté. Il y a toujours quelques petites moqueries, quelques blagues, mais c'est très très léger et ils ont été extrêmement bienveillants avec moi. Et effectivement, je pense que ça peut être un frein pour certaines transitions écologiques si l'entourage n'est pas aussi bienveillant que ça. Parce que moi, finalement, j'ai pas vraiment eu de difficultés. Il y a évidemment quelques blocages, notamment sur la question des vacances et du transport. Le fait de se passer de l'avion a été un peu compliqué avec ma compagne, par exemple. Mais malgré tout, c'est passé. Ça s'est fait, les gens comprennent. Et surtout qu'en fait, même si ça les fait chier, parce que eux, ils ont peut-être un peu moins de confort, ils vont pas partir en vacances où ils veulent, ou on va pas aller dans le restaurant qu'ils auraient souhaité, ils comprennent. Et ça, pour le coup, c'est vraiment très très important. Et je souhaite à tous les gens qui se lancent dans une transition écologique d'avoir un entourage aussi bienveillant que le mien, pour le coup. Et dans votre vie quotidienne, il y a eu aussi des freins. Alors, je parle plutôt à l'organisation de la société en tant que telle. Les restaurants, là vous parliez de l'avion, donc ça, l'avion ça relève du choix, on le prend ou on le prend pas autant que possible. Sur l'alimentation, dans la sphère de la consommation, c'est difficile ou pas de se fournir ? Non, franchement, c'est pas du tout difficile de s'en passer. Voilà, comme je disais, moi je suis un privilégié, je vis à Paris. À Paris, on a... Alors, ça fait très parisianiste que de dire ça, mais en vrai, c'est vrai, c'est un fait. Moi, quand je descends chez mes parents dans le sud-est, je vois qu'il y a beaucoup moins d'alternatives végé finalement au resto, etc. À Paris, quand on va au restaurant, dans l'immense majorité des cas, il y a des alternatives végétariennes. Et il y a beaucoup de petits bistrots qui se lancent, etc., qui sont tenus par des jeunes qui du coup sont sensibilisés à ces questions-là, donc il y en a même qui sont full végétariens. Ça, c'est un premier truc. Deuxième point, pour la maison, c'est pas difficile de se passer de la viande, parce que y a des légumes, il y a des fruits et légumes de saison qui sont très bons. Ça demande un petit effort de réflexion et de créativité en revanche. Ça oui, parce que quand on a l'habitude de se faire par exemple, je dis une bêtise, mais un poulet frites le dimanche midi, si on arrête complètement la viande, on va pas juste bouffer des frites le dimanche midi. Il faut réfléchir un petit peu, donc il faut effectivement réadapter ça. Mais il y a des super livres de recettes qui existent, il y a des recettes sur internet, c'est extrêmement simple. Il faut aussi aller piocher un petit peu dans les cuisines étrangères. C'est vrai qu'en France, on a quand même beaucoup de spécialités, mais beaucoup de spécialités qui sont avec de la viande. J'ai découvert une cuisine libanaise et une cuisine indienne, par exemple, qui sont excellente et où il y a beaucoup d'alternatives végétariennes. Donc non, c'est pas très très difficile, mais il faut par contre effectivement aimer faire la cuisine et ou sinon pouvoir aller un petit peu plus au restaurant pour découvrir des choses, quoi. Est-ce que cette expérience, donc on revient, c'est même le sous-titre de votre podcast, Ma transition écologique,
Est-ce que ça a redéfini votre vision de ce que pouvait être l'écologie, ou en tout cas être quelqu'un d'écologiste? Parce que finalement, vous me disiez au début, vous vous définissez pas comme un écolo. Ouais, complètement. Je m'attache dans ce podcast en fait à faire deux choses. Tout d'abord, c'est de donner les bons ordres de grandeur à mes auditeurs et mes auditrices, comme je vous le disais. C'est à mon sens quelque chose qui est très très important pour faire sa transition écologique. Et je m'attache aussi à faire une deuxième chose, c'est recréer un nouveau récit de la personne écolo. Euh, je fais mon mea culpa. Avant, pour moi, un écolo, c'était quelqu'un qui avait un sarouel, qui se douchait pas, qui avait les cheveux longs, qui fumait des joints, et qui était proche de la nature, qui parlait aux arbres. Non, en fait, c'est pas ça. Être écolo, c'est pas ça, c'est pas du tout ça. Et donc, effectivement, euh, j'ai une nouvelle vision de la personne écolo, qu'il faut aussi dissocier de l'écologie politique. C'est pas parce qu'on est écolo, parce qu'on fait sa transition écologique qu'on va voter Europe Écologie Les Verts, c'est pas vrai. Donc voilà, je m'attache vraiment à recréer ce récit-là de l'écolo. On peut être quelqu'un d'écolo en, entre guillemets, s'habillant bien, en vivant à Paris. On peut être écolo en fait où qu'on soit, qui qu'on soit. Et oui, c'est important aussi de voir ça comme ça. On entend souvent que la France a une empreinte carbone assez basse en comparaison avec d'autres pays comme la Chine, les États-Unis, l'Inde, ou que même si tous les Français n'émettaient plus aucun gramme de CO2, cela ne changerait pas de façon fondamentale la donne au niveau planétaire si rien ne bougeait par ailleurs. Donc c'est un peu une vue de l'esprit, mais ça vous inspire quoi, ce type de commentaires qu'on entend souvent et qui sont des questions qu'on peut entendre? Ce genre de réflexion sur le fait que la France n'a aucun impact sur le réchauffement climatique et aucune responsabilité, ça m'énerve, très sincèrement. Euh, je le pensais aussi, parce qu'en fait, quand on n'est pas très bien informé sur ces sujets-là, on peut le penser. Et c'est très très simple de le penser, parce que bah oui, en fait, quand on regarde la part des émissions, oui, la Chine et les États-Unis polluent énormément. C'est vrai, c'est un fait, ça c'est juste. En revanche, de dire que la France ne pollue pas, ou est un grain de sable, c'est faux. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le réchauffement climatique, c'est un phénomène qui est cumulatif. Les émissions de gaz à effet de serre qu'on émet là maintenant, à l'instant T, elles vont pas disparaître aussitôt dans l'atmosphère. En fait, elles vont rester très longtemps, elles vont rester des dizaines, voire des centaines d'années dans l'atmosphère, et donc réchauffer notre planète pendant des centaines d'années. Ce qui veut dire que la France a une responsabilité historique. La France a été un des premiers pays à faire sa révolution industrielle, donc à consommer et à brûler du pétrole et du charbon. Donc historiquement déjà, la France a une responsabilité dans le réchauffement climatique bien supérieure à certains pays. Ça c'est déjà un premier point. Et je le dis de tête, mais je crois qu'on doit être dans le 15e pays le plus émetteur en fait, si on remonte au début de la révolution industrielle. Je lisais Ouais. en préparant cette conversation qu'en effet, depuis 2 siècles, la France a quelque part relâché dans l'atmosphère l'équivalent de 34 milliards de tonnes de CO2, ce qui nous place en effet dans les 15 premières places. Voilà, donc on peut pas dire déjà, rien qu'avec ça, on ne peut pas dire que la France n'a aucun impact sur le réchauffement climatique. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est de regarder en fait quelle est l'empreinte carbone moyenne pour un habitant sur Terre. Et on voit que l'empreinte carbone moyenne d'un terrien, elle est inférieure à celle de la France. Ce qui veut dire qu'un Français moyen pollue plus que l'autre moitié des gens sur Terre. Et de toute façon qu'on n'est pas aligné en fait sur les accords de Paris. Les accords de Paris disent bien qu'il faut être à 2 tonnes d'équivalent CO2 par personne en 2050. Aujourd'hui, on est à 10. Donc, de dire que la France n'a aucun impact, c'est faux. C'est faux, il faut quand même réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Effectivement, moins qu'un Américain et moins qu'un Chinois, c'est vrai, mais il faut quand même le faire.
Vous réalisez ce podcast à une époque qui est marquée par d'autres crises que la crise climatique. On pense tous évidemment à la pandémie de coronavirus. Vous avez évoqué en début de conversation que le confinement a été un élément de questionnement, notamment dans la mise en œuvre de ce projet de podcast, et peut-être même d'un point de vue journalistique, vous me direz. On s'est tous retrouvés en même temps, d'une manière ou d'une autre, à se questionner sur l'essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel pour vous aujourd'hui ? Je sais pas ce qui est essentiel pour moi aujourd'hui. C'est d'être en accord finalement avec ces nouvelles valeurs en fait que j'ai découvert. Effectivement, le confinement, la pandémie a changé beaucoup de choses. Je pense que, à mon sens, ce qui est essentiel, c'est un peu cliché de dire ça, mais peut-être de plus prendre le temps finalement de réinventer aussi un modèle de réussite sociale, parce que le modèle de réussite sociale qu'on connaît aujourd'hui, c'est justement voyager loin en avion, c'est prendre des vacances, c'est avoir une piscine, c'est avoir une villa, c'est avoir une voiture. Donc du coup, ce qui est important pour moi aujourd'hui, je pense que c'est réinventer ça, et c'est me refixer des objectifs de réussite sociale, mais qui sont en adéquation avec les limites de la planète. Et d'ailleurs, ce que vous me dites fait écho au format de narration que vous avez choisi pour ce podcast, un format à la première personne. Vous ne pouviez pas le concevoir, ce format, autrement qu'en utilisant la première personne ? Non, je pense que j'aurais pas pu le concevoir autrement qu'en utilisant la première personne, parce que je voulais pas adopter une position journalistique. C'est vrai que je suis journaliste, mais j'ai envie de dire ça change rien en fait. C'est pas l'important. Mon métier là n'est pas du tout important dans cette expérience. Je voulais vraiment me mettre dans la peau de quelqu'un lambda que je suis une personne lambda qui fait sa transition écologique. Je voulais pas aller comme je l'avais fait dans mon précédent podcast, aller interviewer des scientifiques, des chercheurs. Je voulais faire exactement la même expérience qu'aurait pu faire ma mère finalement. Ma mère, elle n'a pas les contacts des gens du GIEC, et c'est normal, quasiment personne ne les a, et c'est pas grave. Voilà, je voulais vraiment faire ça d'un point de vue citoyen, et de me dire que vont traverser les Français et les Françaises qui veulent faire leur transition écologique, et c'est pour ça effectivement que j'emploie le jeu, c'est pour ça que je documente tout ça, et parce qu'aussi en fait tout simplement je me suis posé des questions et j'ai pas trouvé les réponses dans les médias, il n'y avait pas vraiment d'articles, il n'y a pas de vidéos, il n'y a même pas de podcast sur ce que fait une transition en fait écologique au sens personnel. Voilà, quelle est l'incidence sur la famille, sur les proches, etc. Donc non, j'aurais pas pu le concevoir sous une autre forme, je pense. Lucas, on arrive au moment de la question bonus. Vous le savez, à la fin de chaque épisode de Ces voix qu'il faut entendre, je demande à mon invité de partager avec nous une voix qu'il nous conseille d'écouter, une voix qui l'inspire ou qui peut nous faire réfléchir tout simplement. Lucas, quelle serait votre proposition ? Moi, la voix que je propose d'entendre à tout le monde, c'est la voix de Julien Cernobori. Qui est aussi un podcasteur indépendant, qui fait le podcast Cerno depuis quelques années. Là, on est sur un registre complètement différent, pour le coup. On peut penser à la base que c'est un podcast de faits divers, de true crime, comme on dit en anglais. Et en fait, pas tant que ça. En fait, Julien Cernobori se rend compte que dans son appartement a vécu un serial killer. Il en sait pas trop et en fait il va enquêter là-dessus. Il va enquêter sur cette affaire criminelle, et déjà sa voix, au-delà, je trouve, enfin c'est quelque chose de très subjectif, mais je la trouve très très belle. Il arrive à remettre de la poésie là-dedans, il arrive à faire quelque chose de très très humain, il s'intéresse aux victimes, et la façon dont en fait il s'est accaparé cette histoire, je la trouve très belle, très poétique. Lui aussi c'était un journaliste à la base, un journaliste de Radio France, et il en a fait quelque chose de pas du tout journalistique. Et donc c'est une de mes inspirations pour Super Green Me, le travail de Julien Cernobori.
Merci Lucas, merci d'avoir été l'une de ces voix qu'il faut entendre. Merci à vous. C'est un grand plaisir. Je conseille à mon tour, si je peux me permettre cette recommandation, mais tout le monde l'aura compris par le choix de cette invitation, de courir, écouter, si ça n'a pas été déjà fait, votre podcast. On vous trouve facilement, c'est gratuit sur toutes les plateformes audio. On tape Super Green Me. Exactement, sur Spotify, sur Apple, sur Deezer, sur partout. Vous êtes aussi sur les réseaux sociaux ? Et je suis aussi sur les réseaux sociaux. J'ai une page Instagram, @Lucas_Scaltriti, et si on tape Super Green Me, ça marche aussi. Lucas Scaltriti, merci beaucoup d'avoir été dans mon émission. Merci à vous. Et à bientôt, donc par écoute interposée. Voilà, c'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, notez-le, partagez-le ou parlez-en autour de vous. Pour entendre les prochaines voix que je mets en avant et ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. À bientôt.